Bienvenue, vous écoutez Porte Vocale. L'affaire Guy Georges. Dans cet épisode, le juge Gilles Bertil va vous raconter comment Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, a fini par être identifié grâce à son ADN retrouvé sur les scènes de crime. Lorsqu'il est nommé à l'antiterrorisme, le juge d'instruction Gilles Bertil amène avec lui des dossiers criminels qui concernent le tueur de l'Est parisien. L'action du juge Thiel dans ce dossier a conduit à la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques, un parcours du combattant comme vous allez le découvrir. En 2001, Guy Georges a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le viol, suivi du meurtre de 7 femmes entre 1991 et 1997. Pascal Escarfeil, Catherine Rocher, Elsa Benadi, Agnès Nischkamp, Hélène Frinking, Magali Sirotti et Estelle Magde. Attention, ce podcast contient des propos sur des crimes violents qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Il est destiné à un public majeur et averti. Si vous êtes mal à l'aise, nous vous encourageons à stopper l'écoute à tout moment. Je m'appelle Gilles Bertil. J'ai été magistrat, je dirais un peu par hasard, parce que j'avais commencé une carrière d'inspecteur des impôts. Et un jour, un magistrat est venu au centre de préparation du ministère de l'économie et des finances. Il est venu nous dire « Devenez magistrat, c'est un métier intéressant, on est indépendant et on est bien payé ». Forcément, seuls les cons l'ont cru et donc j'étais tête de gondole et j'ai raté l'ENA et j'ai réussi le second concours, celui de l'École nationale de la magistrature. Je suis donc rentré, non pas par vocation, comme l'ont affirmé un certain nombre de mes collègues qui affirmaient avoir eu la vocation de juger les autres dès l'âge de 12 ou 13 ans, ce qui m'inquiétait forcément. Donc, je suis magistrat instructeur. Les 19 dernières années de ma carrière ont été consacrées à l'antiterrorisme, c'est-à-dire jusqu'à mon départ à la retraite à la fin juin 2014. Alors, pour le tueur de la Bastille ou tueur de l'Est parisien, pour Guy Georges, en ce début juillet 1995, on va découvrir le corps égorgé de la jeune Hélène Frinking, une jeune psychomotricienne d'à peu près 25 ans. Dans son appartement, elle a été égorgée, elle a été violée. Et quelques jours plus tard, après la période de flagrance, je suis de permanence, le commissaire Vianney-Dièvre de la brigade criminelle vient à mon bureau me présenter le dossier, puisqu'il n'y a personne d'arrêté, ni même de suspecté à ce moment-là. On est en train de discuter, tout d'un coup, son bip, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de téléphone portable, son bip s'actionne, il regarde, il dit « Monsieur le juge, est-ce que je peux contacter mon service ?» Je lui dis « Faites donc », et je lui tends mon téléphone. Il téléphone et il me dit immédiatement après « Ce juge, je vais vous faire venir un de mes collaborateurs, là je ne peux pas rester avec vous parce que l'imam Abdelbaki Sahraoui et son majordome viennent d'être abattus devant la mosquée de la rue Mira. » C'était là le coup d'envoi de la campagne des attentats qui allait ensanglanter Paris à compter du 25 juillet 1995. Ça aura des conséquences par la suite de l'enquête sur le tueur en série, puisque les fonctionnaires de la brigade criminelle qui seront mis sur le pont, ainsi que tous les autres flics de la région parisienne, je dis bien quand je dis flics, c'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, eh bien, ils vont faire des doubles journées. Comme les flics, j'essaye de faire des doubles journées pour lutter contre le terroriste qui, par définition, ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas mis hors d'état de nuire, et le tueur en série qui ne s'arrête pas davantage, sauf quelques rarissimes exceptions. Un jour, à l'été 1995, il y a un des inspecteurs de la criminelle qui est en charge des dossiers des victimes assassinées dans les parkings. Il sort un nommé Guy Georges parce qu'il y a déjà des antécédents criminels, etc. Il est placé en garde à vue, il chute tout, il n'y a pas d'élément déterminant, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il accepte une prise de sang.
Il accepte une prise de sang chez Guy Georges, on le prélève et on demande est-ce que c'est son sang sur l'affaire d'Elsa Benadi. L'expert répond non. Le profil génétique de Guy Georges est établi grâce à cette prise de sang en 1995. Mais son ADN n'est comparé qu'avec des échantillons retrouvés dans l'affaire Elsa Benadi. Son profil génétique n'est pas comparé à tous les échantillons récoltés dans d'autres scènes de crime du tueur en série. Il faut attendre le 24 mars 1998 pour qu'une enquête de comparaison d'ADN menée à l'échelle nationale par le juge Thiel porte ses fruits et mène à l'identification de Guy Georges. La problématique de l'affaire Guy Georges, c'est qu'avec une grande professionnelle, Martine Monteil, qui est à l'époque patronne de la brigade criminelle, vient un jour à mon bureau, parce qu'on discute de cette affaire. On a lu, on a relu les procédures de chacune des victimes de celui dont on ne sait pas qu'il s'appelle Guy Georges encore, mais enfin du tueur de la Bastille, et on ne voit pas de faille, on ne trouve pas. Un jour, elle passe à mon bureau, elle me dit « Gilbert, je suis passé à l'Hôtel Dieu et ils ont plein de prélèvements dans différentes procédures dans leur tiroir. Si tu faisais expertiser ça, je lui dis, oui, Martine, je veux bien au point où on en est, mais je ne vois pas comment je peux faire expertiser des scellés, des pièces à conviction, sans les saisir, et je ne vois pas comment je pourrais justifier une saisie dans les tiroirs de l'Hôtel Dieu de Paris, sans lien même ténu avec ma procédure. Ce que je veux dire par là, c'est que pour saisir quelque chose, encore faut-il qu'il y ait un lien entre la saisie et la procédure dans lesquelles ces pièces à conviction ont été constituées. Sinon, il n'y a plus de liberté individuelle. Je vais venir chez toi, je vais saisir ce que je veux, je ne te dirai pas pourquoi. Donc voilà. Donc j'ai à Martine, oui, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, mais il va falloir que je réfléchisse comment je pourrais faire. Je la rappelle et je lui dis non, ça je ne peux pas faire. Là, on va se faire shooter en termes de régularité procédurale. Par contre, j'ai une autre idée. Je vais te demander de me recenser tous les laboratoires qui font de la génétique moléculaire à des fins judiciaires, que ce soit au pénal, que ce soit au civil, pour des recherches de paternité. Donc, il y a deux catégories de laboratoires. Les privés et puis les publics qui dépendent des 6 laboratoires de police scientifique qui sont regroupés dans une même entité sur le territoire national. À chacun de ces laboratoires, publics ou privés, une fois que j'ai la liste, j'envoie à chacun une mission d'expertise en disant, voilà, moi j'ai un ADN, est-ce que vous avez déjà eu? Je vous demande de faire des recherches dans vos fichiers, des recherches manuelles, je précise. Je ne suis pas dupe. Je sais très bien qu'il y a des labos qui tiennent des fichiers informatiques, mais bon, c'est interdit, donc les rechercher manuellement. C'est l'hypocrisie ici à l'exercice. Si vous avez déjà eu cet ADN-là, alors, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être quelques protestations au nom des sacro-saints droits de l'homme sur la démarche de la part des laboratoires privés. Les privés ne bronchent pas. Ils vont me le faire. Par contre, ce sont les laboratoires de police scientifique qui vont s'exprimer par l'intermédiaire de leur chef du laboratoire de police scientifique de Lille et me disent « Non, ça ne va pas vous le faire ». C'est là où je leur dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que vous constituez un fichier dont la tenue n'est pas prévue par la loi. » Et puis, me dit l'ingénieur en chef du laboratoire de Lille, « De surcroît, vous n'avez pas, à notre connaissance, obtenu l'accord de la CNIL. » Je dû lui dire quelque chose qui signifie « Mais vous êtes folle ou quoi ?» Je lui dis d'abord « Moi, je ne constitue pas un fichier avec votre accord de la CNIL dont je me contrefous. Je me constitue un outil de travail parce que le législateur a été incapable de m'en donner un. » Donc, voilà, on échange. Elle me dit « Je suis désolé, mais je dis, vous dépendez bien du ministère de l'Intérieur ?» Elle me dit « Oui. » Je lui dis « Je vais encore vous expliquer une chose. Un dossier d'instruction, ça se lit comme un livre à l'envers, puisque chaque pièce qui rentre, elle se trouve au-dessus du tas. Alors, vous ne voulez pas le faire. Je dis, je peux comprendre votre positionnement, bien que je ne l'approuve pas, mais vous allez me l'écrire. Et j'ai dit, comme ce type-là
va recommencer incessamment sous peu. C'est votre lettre qu'on verra au-dessus. Là, je vous prédis du mauvais temps pour le ministère de l'Intérieur, qui aura démontré par son ineptie son incapacité de protéger les Parisiennes, puisque c'est de celle-là dont il s'agit. Et là, elle m'a dit, oui, monsieur le juge, est-ce que je peux vous demander un délai de réflexion? J'ai dit, bien entendu, madame, vous avez 4 jours. C'est pas moi qui vous rappelle, c'est vous qui m'appelez. Dans 4 jours, si vous ne m'avez pas répondu, je vous conseille d'abonner les journaux, de vous abonner aux journaux, parce que vous allez en entendre parler. Et 3 jours après, il m'a rappelé. Il m'a dit, moi, j'ai recontacté mon ministère de tutelle. Oui, finalement, on va vous le faire. Je pensais être sorti de la difficulté quand sont les laboratoires de la police scientifique qui m'ont rappelé. On dit, mais à nous, avec votre code, là, on n'a pas de passerelle, nous. Et je crois qu'ils l'ont toujours pas à l'heure actuelle. Alors, ils n'ont pas de passerelle, ça signifie qu'ils n'utilisaient ni les mêmes locus, les mêmes sondes, ni les mêmes protocoles d'établissement de l'ADN. Ça voulait dire qu'avec leur méthode à eux et la méthode des privés, il n'y avait pas de passerelle pour convertir. Donc il a fallu que j'envoie les scellés qui avaient servi à l'établissement de l'ADN et l'identification de l'ADN de Guy Georges par le laboratoire du Centre hospitalier universitaire de Nantes au laboratoire de police scientifique pour que, avec leurs sondes, avec leurs locus, avec leurs protocoles, ils établissent à leur façon l'ADN et qu'ils fassent leurs recherches. Et tout ça a abouti à un coup de fil du docteur Pascal qui m'appelle, je suis au bureau, il doit être 20h. Il m'appelle et à l'époque, quand je vous voyais encore, il me dit « Monsieur le juge, j'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. J'ai identifié le tueur en série de l'Est de Paris. » Je dis « Docteur, c'est pas la peine de me dire la mauvaise, celle que je pressentais depuis longue date. On l'avait déjà eu entre les mains. » Il me dit « Oui. » Et voilà, dans mon armoire, j'avais le prélèvement sanguin de Guy Georges avec une mission de comparer le prélèvement sanguin de Guy Georges avec la trace de sang retrouvée dans le véhicule d'Elsa Benadi, négatif, c'est resté là. Puis de l'autre côté, il avait les ADN identifiés d'un tueur en série à la suite des opérations, des prélèvements effectués sur les corps d'Agnès Neschamp, d'Hélène Frickin, les mégots de cigarettes chez Elisabeth Ortega et de surcroît Estelle Mac, dont le sang mélangé à celui de la victime avait permis d'identifier également l'ADN du tueur en série. Donc voilà, il y avait ça, mais il n'y avait pas de comparaison. Et les outils, les machines, les fichiers, ça vise à se substituer aux défaillances humaines parce qu'il y a des capacités de développement, de rapprochement que n'ont pas les individus. Voilà comment on a fini par sortir péniblement et laborieusement par le haut. Quand on apprend son identification, je file directement à la brigade criminelle. Je vois Martine Montel et ses troupes. Là, il faut imaginer ce que c'est, quoi. C'est une armée en campagne qui va se développer. Voilà un individu dont on connaît enfin le nom, dont on va retrouver les antécédents à travers son casier judiciaire et les fiches de police. Je ne sais plus combien de milliers de photos anthropométriques de Guy Georges sont développées dans la nuit. Ils sont diffusés à tous les flics de Paris et de la banlieue parisienne. Le lendemain, à 7h le matin, j'entends RTL. Ils disent « Le tueur de l'Est parisien a été identifié ». Martine Montel, la veille au soir, avait prévenu les familles des victimes, là elle avait bien fait, et puis elle avait obtenu l'accord des journalistes, ils étaient nombreux qui étaient informés de ce qui bouge pas. Je fais toujours que l'un d'entre eux trahisse l'engagement pour que immédiatement après les autres qui s'étaient tenus à l'obligation et à l'engagement de discrétion professionnelle qu'ils avaient pris, ça démarre. Alors après, c'est plus le tueur de l'Est parisien a été identifié, ça devient dès les journaux de 8 heures sur les autres stations périphériques ou non, le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, a été identifié. Et voilà comment ça part. Et à midi, on se dit il va se barrer et puis il va recommencer forcément à un moment. Et là, à midi et quelques, je reçois par Martine Montel le coup de fil en disant ça y est, on l'a eu.
Guy Georges est interpellé par la police le 26 mars 1998 à proximité de la station de métro Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. Donc voilà comment il sera arrêté. Moi, je file au quai des Orfèvres. Il monte ces 105 marches du quai des Orfèvres. Je l'attends en haut. Bon, je vois bien quand il arrive qu'il a le crâne légèrement fendu. J'apprendrai par la suite que bon, il a pris un coup de crosse superfétatoire sur la gueule quand les flics l'ont arrêté. Sans doute le stress. Voilà, donc je me présente. Je dis qui je suis. Il me dit j'ai rien fait. Ah, il y a tout le monde qui est autour, là. Il y a tous les flics qui ont assisté à sa montée des escaliers. Et il me dit j'ai rien fait. Alors je dis c'est pas toi, tu as violé une gamine à Nancy qui se... Il dit pour ça j'ai payé. Ben, je lui dis oui, ça je suis d'accord, mais moi je viens pour le solde. Et le solde il s'appelle Nishcham, Printing, Ortega, etc. Et là il roule des yeux, là il a fait comme une espèce de syncope, il était menotté dans le dos. Je l'ai rattrapé par le colbot, j'ai foutu assis dans la geôle de garde à vue de là-haut. Et puis je lui ai jeté de l'eau dessus pour qu'il revienne un peu à lui. Je pensais que c'était gravement attentatoire aux droits de l'homme. Mais je m'en fous, et j'ai dit aux flics, vous me le repousez et vous me l'amenez. Guy Georges, après avoir été dûment recousu, arrive assisté par son avocat dans mon bureau. On s'aperçoit qu'on n'a pas affaire au type dont on aurait rêvé. Celui dont on aurait rêvé, c'est celui qui aurait eu juste un seul œil au milieu du front, qui s'apparenterait non plus à l'espèce humaine, mais au cyclope. Pour dire, compte tenu des horreurs qu'il a commises, il est forcément loin de notre humanité. Eh bien non, il fait partie de notre humanité. Malheureusement, il n'y a pas 36 moyens. T'essayes de le faire parler. Pourquoi ? D'abord, il y a la série des affaires pour lesquelles il est confondu par son ADN. Je n'ai pas besoin de ses aveux, je n'ai pas besoin qu'il me dise que c'est lui, je sais que c'est lui. Néanmoins, les familles des victimes veulent savoir quels ont été les derniers instants de la vie de leurs proches qui étaient assassinés. Au moins d'après sa version à lui, parce que ça peut justifier quelques prises de recul. J'essaye d'emblée d'être, je peine à le dire, mais enfin, c'est l'idée, presque un peu sympa avec lui, pour l'amener à parler. Je voulais qu'il soit entendu en garde à vue. Sauf que quand il y a la fuite le matin, sur RTL, j'ai livré un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt vaut inculpation, c'est-à-dire les flics ne peuvent plus l'entendre. Donc voilà, là pour les femmes pour lesquelles il est confondu par son ADN, Nishcham, Ortega, Printing et la dernière Estelle Mac, je ne peux plus le faire entendre par les flics. Simplement, comme je sens le lézard, une fois qu'il m'est déféré vers 16h, j'avais dit aux flics, vous attendez la fin de mon interrogatoire. Et je leur avais dit, si je mets Ishitou après l'interrogatoire, puis vous l'amènerez à l'enregistrement, à l'écrou, à la santé, et vous le ramenez et vous le foutez en garde à vue dans Rocher ou Benadi. Je m'en fous. Ce qui se passe, Ishitou en première comparution, donc les flics vont l'amener à la santé, l'enregistrent à l'écrou, et puis ils le ramènent. Première partie de la nuit, il a interrogé une nouvelle fois sur Rocher Benadi, puisqu'il avait déjà été interrogé pendant l'été 95. Ishitou, un peu après minuit, changement d'équipe. Il y a le flic qui l'interroge, ambiance tamisée. Et là, alors qu'on n'a rien, Guy Georges se met à se déballer et va complètement avouer le crime qu'il a commis, avec un luxe de détails qui ne laisse pas place au moindre doute. Et bien évidemment, on n'a pas touché, les flics n'ont pas touché à son moindre cheveu. Deuxième partie de la nuit, une fois qu'il a avoué ça, Magali Sirotti, il va avouer aussi. Il va avouer complètement. Et puis après, il y a les autres affaires où il a déjà parlé en garde à vue. Bon, pour celle-là, ses aveux ont été détaillés, mais il faut que je lui fasse répéter devant le juge, qu'ils ne viennent pas dire que la police l'a maltraité, etc. Premier interrogatoire sur le fond, il va durer 7-8 heures, pas plus.
Ça marche. Il avoue. Il n'y a qu'une chose qu'il n'avoue pas, c'est Elisabeth Ortega, la jeune qui lui a échappé, qui a sauté par la fenêtre. Et les psychiatres m'expliqueront, et c'est ce que j'avais ressenti aussi, il ne peut pas avouer ça, parce que c'est le symbole même de son échec, dans la mesure où il est, comme tous les tueurs en série, dans sa toute-puissance. Donc, celle qui existe encore, là, c'est son échec. Alors, il finira par le reconnaître, mais je peux te dire que c'était laborieux. Et puis après, il reste encore les deux autres, celles qui restent distinctes, sur lesquelles on n'a pas d'ADN, sur lesquelles il a tout chiché, Rocher et Benadi. Et là, il va falloir attendre novembre 1998, donc l'année de son arrestation. Il raconte l'assassinat de Catherine Rocher. Ça dure tout l'après-midi. Après, il reste Elsa Benadi. Là, il dit « je ne veux plus parler ». Simplement, quand on lui montre... Elle me demande la photo, il dit « oui, j'en connais, j'ai un flash. J'ai dû tuer celle-là aussi ». Simplement, il s'est gouré, c'est comme les deux crimes ont eu lieu dans les parkings. Quand il fournit la description du crime de Catherine Rocher, il décrit le parking du crime d'Elsa Benadi. C'est-à-dire que c'était un box individuel, Catherine Rocher, lui décrit un parking collectif. Et il décrit les bagnoles qui sont autour, qui correspondent à celles d'Elsa Benadi. Donc, au vu de ça, il sera également accroché et condamné pour les deux filles dans les parkings. Et puis après, un jour, je l'ai viré de mon bureau parce que c'était pour un... J'avais été contacté par une femme qui m'avait dit qu'en 1981, elle avait été agressée dans l'ascenseur pris dans le parking souterrain de son gynécologue à Paris, qu'elle venait consulter pour un test de grossesse. Il l'avait laissée pour morte, l'auteur. Elle avait égorgé, elle avait été sauvée miraculeusement. Et donc, comme cette femme m'avait téléphoné après l'arrestation de Guy Georges, que je l'avais vu à la télé en disant « je suis sûr que c'est lui », j'avais été l'entendre, elle habitait à Falaise, elle m'a raconté tout ça. Cette affaire est une des plus lamentables que j'ai vues parce qu'il y a eu même pas 3 mois d'enquête de flagrance et préliminaire, pas d'ouverture d'information pour cette affaire qui était d'une gravité extrême. Le procureur de la République, Christian Le Guillenec de Paris, a expliqué qu'à l'époque c'était comme ça. En fait, tu vois, procédure rapide, et puis sans doute le crime n'était pas considéré à tort, bien sûr, comme il l'est maintenant. Donc, cette femme, je lui dis, mais vous n'aurez droit à rien, madame, c'est prescrit. Elle dit, je ne demande rien, je veux juste venir témoigner de ce que j'ai subi. Donc, quand, à l'été 1998, je commence à lui dire ça, tout d'un coup, dit Georges, il explose, tu vois, dans mon bureau. Moi-même, j'avais senti qu'il devenait un peu fou. Bon, il y avait les gardes mobiles dans le bureau, je n'avais pas peur, mais enfin, je m'en méfiais quand même. C'est ma greffière qui m'a dit, j'étais pas peureuse, mais elle a vu ses yeux se transformer en boule quand je lui ai lu le PV, là, celle qui a été agressée dans le sous-sol de son gynécologue en 81. Et là, tout d'un coup, il me dit, mais t'as qu'à m'en mettre 60 sur le dos si ça t'amuse. Je lui ai dit, monsieur Georges, je ne sais pas de vous en mettre plus que vous avez fait. Et là, il se lève. Le garde mobile lui fout tout de suite un coup sur la tronche. Et là, il me dit, va te faire enculer. Ah, mais je lui dis, c'est vraiment une manie chez toi. Je lui dis, écoute bien, une chose, alors, t'es viré, tu reviens dans une semaine, le temps que je te reconvoque. Je vais reprendre ma lecture à l'endroit précis où je l'ai interrompu aujourd'hui. Je lui dis, t'as bien compris, t'es viré. Et la semaine d'après, il est revenu jusqu'à la fin de son interrogatoire récapitulatif, qui faisait quand même 211 pages. C'était le mutisme absolu. Et quand je lui montrais les planches photos des victimes, il tournait la tête. Alors, c'est une espèce de chanson de geste ou de jeu de rôle. Il tournait la tête, je lui ai montré. Alors, je fais ça pour 3 ou 4 victimes, et puis après, t'arrêtes, tu notes qui ne veut pas regarder. Mais enfin, bon, voilà. On sait que, contrairement à ce qu'avait dit quelqu'un qui s'était piqué de profilage de l'époque, le docteur Benzek, qui avait regardé officieusement ce dossier-là, c'était sa passion, le profilage.
un grand psychiatre, mais un parfait honnête homme qui a d'ailleurs fait amende honorable. Il m'avait dit, oh ben ça doit être un type qui doit être chez les sapeurs-pompiers ou chez les flics, qui doit avoir une femme et des enfants, et soit autour du boulot, tout se passe bien, mais dans la journée, il tue à côté. Résultat des courses, quand on a identifié Guy Georges, on s'est aperçu que c'était un mec qui n'avait jamais travaillé de sa vie, qui n'était ni marié, qui n'avait pas de gosse, qui vivait dans les squats. Enfin, c'était tout l'exact inverse de ce qui avait pu être envisagé à l'époque. Guy Georges, il a vécu dans les squats avec des potes. Et parmi ses potes, il y avait un psychiatre de profession qui aimait bien ces milieux-là. Et ce matin, le jour où Guy Georges a été déféré au palais de justice, le jour où il m'est présenté, il est en train de gueuler dans le palais de justice en disant que c'est une effroyable erreur judiciaire. Il s'appelle Philippe Tersan, ce mec-là, je me souviens du nom parce qu'il a écrit un bouquin. Et ce Philippe Tersan-là a raconté dans son bouquin que jamais, alors qu'il était psychiatre, il avait peut-être des lueurs, voire des lucioles pour essayer de trucs. Non, il n'avait jamais rien vu. Et ça, je crois tout à fait. Tu avais un Guy Georges jovial qui avait des relations normales avec ses copines, qui n'ont jamais rien remarqué, ni de pervers, ni d'anormal dans ses relations. C'est dire ce type-là, il coexistait à côté d'un autre qui tuait des femmes, qui exerçait sur elles leur emprise, et l'autre psychiatre n'a jamais rien vu, et ses copines n'ont jamais rien vu. Alors, Guy Georges était effectivement un de ces prédateurs, comme bien d'autres, sur le mode opératoire. Bien sûr, quand on fait des rapprochements, il y a ce qu'on appelle, donc, dans ce domaine-là, la signature criminelle. Moi, je suis assez circonspect sur cette définition, puisque Guy Georges sont des égorgements. Rien ne ressemble plus, je peux vous le dire, j'en ai vu quelques-uns, hélas, dans ma carrière, à un égorgement qu'un égorgement, puisque ça se pratique à l'arme blanche, sauf coup de feu malheureux, qui aboutit au même résultat, et puis donc trancher une carotide d'un coup, etc. C'est une banalité, je dirais, presque affligeante. Alors, effectivement, il ne faut jamais se négliger le moindre point de rapprochement, mais vous savez, les grandes théories des profilers, une profession dont je conteste, je ne suis pas le seul, la performance et les apports dans la science criminelle, donc signature criminelle, je ne crois pas trop. Je rappelle ce qu'a dit le docteur Zaguri, qui est le psychiatre qui a vu le plus de tueurs en série français, plus que tout autre, ne me donne pas tort quand je dis que la seule classification que méritent les tueurs en série, c'est l'ordre alphabétique. Parce que pour le reste, il dit qu'il y a autant de catégories de tueurs en série qu'il y a de tueurs en série. Alors bien sûr, après vous pouvez les classer en psychopathes, sociopathes, schizophrènes, et entre les organisés, ceux qui préméditent leurs actes, et puis les inorganisés, ceux qui cèdent à leurs pulsions. Enfin, il y a une caractéristique commune, qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre des catégories. Le seul véritable point commun entre les différentes variantes de tueurs en série, c'est que les uns comme les autres ne font preuve, c'est le moins que l'on puisse en dire, de la moindre empathie vis-à-vis de leur victime, qu'ils chosifient la victime et qu'ils n'ont aucune sensation de la souffrance de la victime humaine, et qu'au contraire, celle-ci les fait jouir souvent plus que l'atteinte sexuelle que bon nombre d'entre eux vont administrer à leur victime en plus de la mort. Donc c'est la toute-puissance du tueur sur la victime. C'est ça qui est important. Alors après, qu'on fasse bien sûr des recherches pour aider à la résolution des affaires, c'est absolument incontestable. Mais pas de dogme, s'il vous plaît, pas de classification abusive, parce que c'est le meilleur moyen de se tromper. Les profilers aux États-Unis, c'est les chevaliers blancs d'une lutte contre ce que, dans l'esprit américain,
on qualifie d'être suprême du mal. C'est un peu comme en politique, l'axe du mal, etc. Il y a toujours le bien et le mal. Donc nous, on n'a jamais eu cette tendance à considérer le crime en série comme étant le mal absolu. Je ne vais pas vous dire que c'est bien, hein, mais enfin, ça, on ne considère pas les choses sous cet axe-là de la même façon qu'on n'a jamais considéré que les profilers ou prétendus tels en France sont les chevaliers blancs de la défense de la civilisation. C'est totalement différent. Donc, ils existent, ils peuvent, parce qu'il ne faut jamais se priver de la moindre option d'analyse. Hein, ce n'est pas les flics qui détiennent la vérité absolue. Mais moi, je n'ai jamais été convaincu pour autant de la pertinence des analyses des profilers. Quand je leur posais des questions à l'occasion de séminaires, mais je dis, qu'est-ce que vous faites? Ils me disaient, on relit le dossier. Bon, on pouvait peut-être penser que les flics l'avaient lu, pas toujours avec l'attention suffisante, pareil pour les juges. Donc on n'a jamais su, enfin pour ma part, je n'ai jamais su trop en quoi ça pouvait consister. En tout cas, c'est complètement différent d'Hannibal Lecter, etc., et de tout ce qui a été présenté par la filmographie américaine. Lorsqu'on fait la prise de sang sur Guy Georges, à l'été 1995, quand on sortait les types déjà catalogués comme étant des pervers sexuels violents, on leur faisait une prise de sang, mais c'était toujours par rapport au dossier d'Elsa Benadi. Il y aurait eu un fichier une nouvelle fois, il aurait dit non, c'est pas le sien, mais il est déjà trouvé chez Friedkin, chez Ortega, etc. Il n'y avait pas de machine pour faire cette relation-là. Elle n'a pas été faite et ça a été dramatique pour les 2 dernières victimes. Jusque-là, on n'aurait rien pu éviter. L'ADN de Guy Georges est établi en 1995. Le tueur en série est arrêté en 1998. Dans ce laps de temps, 2 meurtres auraient pu être évités si son ADN avait été comparé aux échantillons retrouvés sur les autres scènes de crime. Le meurtre de Magali Sirotti, en septembre 1997, et celui d'Estelle Magde, en novembre 1997. Jusque-là, on n'aurait rien pu éviter. Mais là est imputable à l'institution policière et judiciaire que je représente. J'en assume la responsabilité, je l'ai dit aux victimes. On est passé à côté, on aurait pu faire en sorte, si on avait été meilleur, mais aussi si on avait eu un outil adapté, un fichier automatisé des empreintes génétiques. Magali Sirotti, qui avait 19 ans, et Estelle Magde, qui en avait 26, elles seraient encore là. Leur famille, leurs proches n'auraient pas été détruites à ce moment-là, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et ce que j'ai fini par faire en 1997, dire, bon, maintenant j'en ai marre, je vais contacter tous les laboratoires qui font de la génétique moléculaire. J'aurais mieux fait de le faire dès 1995. Et simplement, en 1995, j'étais encore dans la logique judiciaire. Alors, j'ai un prélèvement de sang, alors je compare à la trace de sang sur le truc Sylvia Montfort. J'ai bien été obligé de m'abstraire de ce cadre étroit quelques années plus tard, mais quelques années trop tard. Alors que si je l'avais fait dès 1995, eh ben, je te dis, les 2 dernières victimes de Guy Georges n'auraient pas été victimes, elles seraient encore de ce monde. Je veux dire, pas faire dans le misérabilisme, mais bon, comme je m'estime quand même un peu responsable, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le sommeil après tout ça. C'est dès le moment de l'arrestation de Guy Georges, j'ai été content, et puis tu sais, dans les 3 secondes qui suivent, ce que tu redoutais est arrivé. Donc oui, j'y pense toujours. Je dis pas que ça me réveille toutes les nuits, il ne faut pas exagérer, mais j'y pense toujours. Et tu vois, là, on est plus d'un quart de siècle après. Mais ça a été une brûlure, une blessure qui ne s'est pas effacée. Je pense que je partirai avec. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Porte Vocale.
Pour ne rater aucun épisode de Porte Vocale, rendez-vous sur les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet portevocal.fr. À bientôt!